Ce tunnelier peut non seulement traverser les montagnes, mais aussi les fonds marins. Comment peut-il percer des tunnels? Ce tunnelier a une longueur de 120 mètres et un poids d'environ 4000 tonnes. On peut le manœuvrer tout en buvant son café. À entendre Madame Wang, tout cela semble si simple. J'ai demandé au réalisateur d'apporter au studio à Beijing un modèle réduit de tunnelier. On peut le faire tourner, il y a un bouton. Ah bon? Oh, ça y est, je sais comment le faire marcher. L'étranger m'a clairement dit que c'était un appareil ancien, mais il voulait me le vendre au prix d'un neuf. Vous êtes du Henan en Chine, en êtes-vous capable? Maintenant, nous avons une cinquantaine d'équipements en Europe pour la construction. On finit un jour par voir de la lumière de l'autre côté du tunnel. Les temps n'ont jamais déçu quelqu'un qui court vite, et nous sommes convaincus que notre travail mérite l'éloge de cette époque. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission magistrale. Je suis votre hôte, Sabéning. Bienvenue à tous. Petit, j'étais un fan de train. Et bien sûr, je le suis encore maintenant. Comme j'étais très jeune, je prenais le train avec mes parents pour rentrer dans le nord. À cette époque, c'était des trains à vapeur vert qui mettaient plusieurs jours pour arriver à destination. Pour un enfant, ce qui frappe le plus pendant un trajet, ce sont les tunnels. Quand on entre, tout devient sombre, puis les lumières du train s'allument et le jour se transforme soudain en nuit. C'était comme de la magie pour moi. À cet âge, je ne savais pas ce qu'était un tunnel. Je pensais que c'était un recoin de la montagne, un trou qui s'était naturellement creusé et que le train n'avait qu'à y entrer. C'est en grandissant que j'ai réalisé que ça s'appelait un tunnel. Quel genre de force permet d'en percer? Notre invitée d'aujourd'hui est une ingénieure qui s'est battue en première ligne dans ce domaine. Des applaudissements pour Wang Dushuan, directrice générale adjointe du groupe China Railway Engineering Equipment. S'il vous plaît. Bonjour à tous, bonjour Sabéning. Madame Wang, soyez la bienvenue. Bonjour. Même par écran interposé, il n'y a aucune impression de distance. Je suppose que vous vous trouvez sur votre lieu de travail. Pouvez-vous nous le présenter? Derrière moi se trouve le sujet de mon intervention d'aujourd'hui, un tunnelier. Il pèse 4000 tonnes. N'est-il pas destiné à creuser sous terre? Pourquoi lui donner cette belle apparence? C'est pour lui donner un sens allégorique. Les traits noirs forment un caractère. Laissez-moi deviner, quel est ce caractère? Permettez-moi de vous donner un indice. Il y a un lien avec votre ville natale. Ma ville natale? Oh, ça doit être le caractère Ra, non? Oui, Pourquoi est-il là? parce que cette machine va être utilisée pour creuser le tunnel du lac de l'Est à Wuhan. Par ailleurs, une carpe est aussi représentée. C'est un symbole de bon augure. Il incarne nos espoirs pour le bon déroulement du projet. Maintenant, devinez combien vaut cette machine. Vous pourrez savoir combien de temps il vous faudra pour l'acheter. Qu'en ferais-je? Pas besoin de ça chez soi pour réparer la plomberie. Vous quatre, proposez un prix. 20 milliards, je pense. C'est trop. Bon, quelqu'un propose 20 milliards, affaire conclue, c'est pour elle. Les trois autres n'ont pas proposé un prix, c'est trop, évidemment trop. Peut-être 3 milliards. De 20 milliards, on passe à 3, et vous? Une forte réduction, 20 millions. Ça ne couvrirait même pas l'achat de l'acier, voyons. Madame Wang sourit. 10 milliards? Bien.
20 milliards, 3 milliards, 20 millions, 10 milliards. Moi, je pense que c'est entre 5 et 800 millions. D'accord, je vais vous donner la bonne réponse. Avant qu'ils ne soient fabriqués en Chine, les tunneliers coûtaient 500 millions l'unité à l'importation. Maintenant, c'est 250 millions. C'est moitié prix. J'imagine que vous aimeriez avoir Yenting comme cliente. Elle était prête à l'acheter pour 20 milliards de yuan. En fait, avec cette somme, vous pourriez en acquérir près de 100. Vous seriez la première particulière à le faire au monde. Plus besoin de prendre le métro. À bord de votre tunnelier, vous iriez où vous voulez. Je pense que c'est une nouvelle très frappante, mais aussi très rassurante. Ça montre un grand changement. Merci, Madame Wang. On sait qu'au fil des ans, vous et votre équipe y avez apporté une énorme contribution. Aujourd'hui, pourriez-vous nous montrer de plus près cette machine ? J'ai demandé au réalisateur d'apporter au studio une maquette de tunnelier afin de voir à quoi ça ressemble. Montrez-la pour comparer. Ce tunnelier a un diamètre d'excavation de 15,09 mètres et une longueur totale de 120 mètres. Il est aussi haut qu'un immeuble de 5 étages et pèse environ 4000 tonnes. On voit de nombreuses ouvertures sur le devant. C'est la partie bleue, n'est-ce pas ? Oui. Les molettes qu'on voit ici constituent une partie très importante de la roue de coupe tournante. Avant, on ne produisait pas les pièces d'un grand nombre d'équipements importants. Mais maintenant, c'est le cas. De plus, la roue de coupe a été entièrement développée et produite par nous-mêmes. Elle équivaut à des dents humaines. Elle ronge la roche et la broie. Les déblais pénètrent par cette ouverture, puis sont évacués par des conduites. Nous avons maintenant une vue d'ensemble de ce tunnelier. Il n'y a pas que la tête d'abattage, qui n'est que la partie avant. En tout, la machine a une longueur de 120 mètres. Vous pouvez voir ici de nombreux tuyaux. C'est par eux que s'évacuent les déblais. Quand vous dites 120 mètres, c'est toute la longueur, à savoir d'ici à là ? Oui, tout à fait. Maintenant, je vous emmène jeter un coup d'œil dans la salle de contrôle. C'est cette partie-là, n'est-ce pas ? Oui. Les carrés blancs représentent des fenêtres ? Oui. Nous voici donc dans la salle de contrôle. Elle a la forme d'un conteneur d'environ 8 mètres de long. Dedans se trouvent beaucoup de composants hydrauliques et électriques et environ plus de 20 000 fils. 2 opérateurs principaux font fonctionner tout ça. Autrefois, il pouvait y avoir 20 à 30 personnes sur cette plateforme. C'est là que les 2 pilotes opèrent et ils peuvent manœuvrer tout en buvant leur café. C'est difficile à piloter. On peut l'apprendre en une demi-journée quand on a les bases. C'est parce que c'est très mécanisé. Il suffit d'appuyer sur des boutons. Il faut des dizaines de jours pour apprendre à conduire une voiture, mais seulement une demi-journée pour un tunnelier. C'est en fait un peu plus facile à conduire qu'une voiture, même s'il vaut des centaines de millions de yuan. On peut faire tourner la roue de coupe de la maquette en appuyant sur un bouton. Oh, je le vois. Je sais piloter. Ça dépasse l'imagination. Nous avons de la chance que vous nous accordiez un peu de votre temps précieux. J'ai entendu dire qu'avant cette émission, vous étiez en réunion. Je suis très occupée ces derniers temps. Je pars souvent en mission et je vais dans 7 ou 8 villes dans le cadre de chacune d'elles. Voyons les endroits où Madame Wang s'est rendue ces 14 derniers jours. Que cela montre-t-il ? En tant que chef d'équipe, Madame Wang a propulsé en quelques années le secteur chinois des tunneliers, parti de zéro à une position de leader. Quels efforts cela a-t-il demandé ? Combien d'histoires y a-t-il derrière tout ça ?
Le moment est venu d'écouter votre discours. Bonjour à tous. Le tunnelier a en fait été inventé par le français Marc Brunel, qui en a conçu sous une forme primitive en observant des tarets. Le nom complet de la machine est bouclier de tunnelage. Il creuse tout en laissant un tunnel sur son passage. Une fois cela fait, le dit tunnel pourra être ouvert à la circulation. Le tunnelier a également une caractéristique, il ne peut qu'avancer, pas reculer. Pourquoi voulions-nous qu'il soit de fabrication chinoise? Je vais vous l'expliquer. J'ai intégré l'équipe peu de temps après l'obtention de mon diplôme. On a participé aux négociations pour un contrat d'achat à l'étranger d'un tunnelier pour un projet d'eau potable dans le Liaoning. Lors du processus de négociation, l'étranger m'a clairement dit « Notre machine est ancienne, mais je veux vous la vendre au prix du neuf. » Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la technologie de base. On ne pouvait qu'accepter. Après avoir acheté l'équipement, j'ai vu que de nombreux éléments de la structure, comme les bancs et les remorques, étaient produits par nous. Au cours de l'usage, on a constaté qu'il y avait de nombreuses erreurs dans les plans. On souhaitait que le fournisseur envoie quelqu'un pour les corriger. Puisqu'on n'avait pas fait la conception, on ne pouvait pas modifier les plans des autres. Il a proposé qu'ils viennent à condition de payer 10 000 yuans par jour. Je ne comprenais vraiment pas. Alors, on s'est demandé si on pouvait en fabriquer nous-mêmes. Sur décision de la direction, on s'est constitué en équipe pour développer notre propre tunnelier. Bien sûr, ce processus a pris 8 ans et coûté 8 millions de yuans au pays. Cette somme nous a permis de construire une plateforme d'essai grâce à laquelle on a compris les principes. Ainsi, on a pensé qu'on pourrait produire nous-mêmes un tunnelier. En 2006, on a construit un prototype et on lui a cherché une application dans un projet à l'échelle nationale. Les risques de sécurité étaient très élevés, en particulier pour la construction d'un métro. En centre-ville, les habitations sont nombreuses. En cas de problème dans le sous-sol, les immeubles et les routes en surface peuvent s'effondrer. Personne n'osait prendre la décision d'utiliser dans ces conditions un prototype qui n'avait pas fait ses preuves. Finalement, on a trouvé une opportunité d'application dans le métro près de la gare de Tianjin. Là-bas se trouve la maison de porcelaine sous laquelle il fallait passer et dont la valeur était estimée à 1 milliard de yuans. Notre tunnelier était alors fait, on ne pouvait pas entraver la marche de ces applications. Donc, même dans ces conditions de travail très difficiles, il fallait l'utiliser. Toutes nos équipes de recherche et développement sont restées sur place pendant plusieurs mois et finalement le tunnel a été creusé. Lors du passage sous la maison de porcelaine, la stabilité du bâtiment a été assurée avec un tassement contrôlé de moins de 3 mm. Le succès du prototype a donné une grande confiance à notre équipe de recherche et développement. On s'était prouvé à nous-mêmes, les Chinois, qu'on pouvait le faire. On a alors commencé la production à grande échelle de tunneliers. Plus tard, on a travaillé sur le chantier du métro de Chongqing parce que le fournisseur étranger ne pouvait pas livrer à temps, ce qui nous a donné une opportunité. On a produit 9 tunneliers en une fois. On a enchaîné sur la ligne 3 du métro de Chengdu qui offrait de nombreuses applications. À l'époque, on disait que seuls les tunneliers allemands pouvaient être utilisés à Chengdu, étant donné la complexité des conditions et de la géologie locale. On espérait vraiment mettre à l'épreuve notre équipement. On avait enfin cette chance. Notre unité sœur nous a donné l'occasion de fixer notre propre roue de coupe sur un équipement importé pour un essai. Dès la mise en marche, il y a eu une obstruction. La boue ne s'évacuait pas, puis une fosse s'est formée en surface. En apprenant la nouvelle, c'est comme si le ciel me tombait sur la tête. En analysant les causes, on a découvert que la roue de coupe qu'on avait conçue était très solide afin de creuser les sols caillouteux. À certains endroits, l'écoulement de la boue était bloqué. Un tunnelier doit être capable de creuser, d'évacuer les déblais et de mettre en place un soutènement pour constituer un espace sûr. Après avoir fait baisser le niveau d'eau, on est entré à l'intérieur pour réparer la tête d'abattage. En nettoyant, on s'est rendu compte que la couche de sable et de galets avait une très bonne fluidité sous l'effet d'une eau à haute pression. On a ajouté un système d'eau haute pression au centre de la roue de coupe. Grâce à ces améliorations, après la reprise du projet, l'efficacité était 2 fois supérieure à celle des équipements importés. Ensuite, on a reçu une commande de 20 unités pour cette ligne. On a ainsi participé de manière significative à la construction du métro de Chengdu. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est que la zone qui allait être desservie par l'extension de la ligne 3 du métro de Chengdu était déserte à l'époque. Je me disais à quoi bon faire ces travaux là-bas. Plus tard, j'ai découvert que le projet avait favorisé le développement rapide de la ville. La longueur totale des lignes de métro en service en Chine est actuellement de 4000 km.
Quant aux tunneliers, nous en avons maintenant environ 3000. J'ai eu quelques échanges avec des constructeurs étrangers. Je leur ai demandé combien ils pouvaient fournir au maximum si on le leur demandait. Ils ont répondu 1/10 étant donné leur capacité de production et leur méthode de travail. C'est-à-dire que la construction du métro pouvait donc être freinée à cause d'un manque de tunneliers et donc ne pas arriver à suivre le développement économique. Le tunnelier de conception chinoise est notre contribution à la construction des réseaux de métro dans le pays. En fait, nos tunneliers peuvent traverser les chaînes de montagnes. On creuse actuellement un tunnel dans les monts Gaoligong, sur la section Dali-Jueli du chemin de fer Chine-Myanmar. En tant que constructeur, c'est le projet le plus difficile auquel on a participé. Pourquoi ? Parce que les conditions géologiques sont très complexes. L'altitude peut très vite passer de 2800 mètres à quelques centaines de mètres. La région est pleine de vallées de montagnes et il est très difficile d'y creuser un tunnel. Alors pourquoi le faire ? Parce qu'on espère que la voie ferrée stimulera le développement économique dans le sud-ouest du pays. J'étais très heureuse de le faire. La population locale est très favorable à la construction du chemin de fer. Je me souviens d'une fois où je quittais le chantier pour prendre un avion. Il y a de nombreux points de contrôle dans la région et je me suis retrouvée bloquée dans l'embouteillage créé par l'un d'eux. Je pensais que j'allais rater l'avion. Le chauffeur m'a rassurée en disant qu'on nous laisserait passer parce qu'on construit la voie ferrée. Ainsi, notre voiture a traversé le poste de contrôle pour aller directement à l'aéroport. L'aspiration de la population locale pour ce chemin de fer et son soutien au creusement du tunnel nous ont beaucoup émus. Nous avons beaucoup d'armes secrètes dans ce projet difficile et je voudrais vous parler de l'une d'entre elles. En raison des fissures, il faut d'abord forer pour renforcer la strate géologique, puis avancer. Généralement, ce dispositif gêne lorsque l'on ne l'utilise pas. Si chaque fois on le déplace depuis l'extérieur, ça prendrait trop de temps. On le place donc sur une plateforme élévatrice. Généralement, c'est là qu'il se trouve avant qu'on ne le déploie. C'est plus rapide de procéder ainsi. Cependant, notre arme secrète s'est montrée peu efficace dans les monts Gaoligong. Elle est fonctionnelle, mais sa fiabilité doit être continuellement améliorée. C'est-à-dire qu'au fil des projets, nous continuerons d'innover et d'améliorer nos équipements, ainsi que de fournir plus de soutien au sud-ouest. Par exemple, la ligne ferroviaire Sichuan-Tibet fait 1100 km de long, avec 800 km de tunnels. Ces derniers sont pratiquement tous à plus de 3000 mètres au-dessus de la mer. Le plus haut se trouve à 4800 mètres. Pour des raisons géologiques, le creusement des tunnels y est très complexe. Tout le monde sait qu'il s'agit d'une zone de faille, de compression due à la tectonique des plaques. Les strates présentent de fortes contraintes. Les roches peuvent éclater avec des projections allant à la vitesse d'une balle de fusil. C'est très dangereux. Il est très difficile de creuser un tunnel dans ce genre d'endroit. Mais grâce aux nombreuses technologies accumulées, on réussira la construction de la ligne ferroviaire Sichuan-Tibet. La durée de celle-ci a provisoirement été fixée à 10 ans. Notre premier tunnelier arrivé sur le site a déjà creusé 500 mètres en l'espace d'un mois. Nos tunneliers peuvent non seulement traverser des montagnes, mais aussi les mers et les fleuves. À ce sujet, je voudrais partager avec vous deux histoires. L'une concerne la partie est du gazoduc Chine-Russie. Le projet vise à acheminer du gaz naturel de Russie vers l'est de la Chine pour remédier à la pénurie énergétique du pays. Mais cela pose un problème épineux, il faut traverser le Yangtze. La zone concernée se trouve sur le cours inférieur du fleuve. En surface, sa largeur est relativement importante, environ 10 km. C'est à ce jour le plus long tunnel qui le traverse. Ce projet est donc aussi un défi. Laissez-moi vous dire pourquoi est-ce si difficile de creuser ces 10 km. Faisons le calcul. Si un tunnelier creuse 10 mm en 1 minute, il faudra 10 000 heures pour faire 10 km. La durée de vie du roulement des tunneliers est généralement de 10 000 à 15 000 heures. Si des problèmes apparaissent, la marge de sécurité est très faible. Le risque est donc très élevé. Cependant, le tunnelier que nous avons conçu peut maintenant atteindre une vitesse de 40 mm par minute pendant le processus d'excavation. Il ne lui faudra que 2500 heures pour creuser le tunnel. Par conséquent, le risque est considérablement réduit. Eh bien, allons maintenant sous terre pour voir la machine en question. Bonjour à tous. On vous écoute. Je me trouve dans le tunnelier sur le chantier du creusement du tunnel de Yangtze.
Il boit son café au fond du fleuve. C'est un peu ça. Oui, je suis à 50 mètres sous terre. Le Yangtze est au-dessus de ma tête. Parfois, j'entends l'eau du fleuve couler. Voici la salle des commandes. Ces quelques boutons permettent de faire fonctionner une machine géante. Celle dans laquelle je me trouve s'appelle tunnelier numéro 996. On ne l'appelle pas ainsi, on le surnomme plutôt 007. Dans notre travail, on s'est engagé dans une course contre la montre. En novembre 2021, on a battu un nouveau record, à savoir le creusement de 1003,5 mètres d'excavation d'un mois. Et qu'en est-il de votre environnement de travail? Avant, quand je pilotais des tunneliers, il faisait près de 40 degrés dans la salle des commandes. J'avais le visage couvert de sueur. Maintenant, il n'y fait que 20 degrés, ce qui est très agréable. Tout en avançant dans le creusement, on peut parfois boire un café. Vous voyez, c'est beaucoup plus confortable que dans notre studio. Laissez-moi vous montrer. Voici ce qu'il y a derrière la cabine. Le tunnelier est en fait assez long. Mon Dieu, il y a un mur en béton. Oui, c'est un revêtement préfabriqué en béton armé. Ces voussoirs sont faits d'acier de béton. Ils servent au soutènement. On installe la paroi par segment à mesure de notre avancée. Quand tous ces segments auront été installés, le tunnel sera achevé. Le gaz naturel pourra enfin passer sous le Yangtze pour alimenter de nombreux foyers. Sabening, vous êtes le bienvenu pour visiter le tunnelier numéro 996. Merci. Je vous souhaite le succès dans votre travail. La deuxième histoire que je voudrais partager avec vous concerne un tunnelier de grand diamètre. Il s'agit d'un tunnel dans la baie de Shento, un projet dont le chantier affecte toute la zone maritime. On a mené des travaux de poldérisation pour créer un récif insulaire dans lequel on a creusé un puits. Puis, on y a descendu le tunnelier et traversé la digue en face. La réception s'est produite là-bas, sous l'eau. On a rempli d'eau le puits de réception, puis le tunnelier a maintenu l'équilibre de pression. Ainsi, lorsqu'il est sorti du tunnel pour entrer dans l'eau du puits de réception, il émettait un énorme bourdonnement lorsque la tête d'abattage tournait. La scène était spectaculaire. De plus, ce projet a une signification très importante. Autrement dit, à l'avenir, on construira de nombreux tunnels maritimes comme par exemple celui reliant Dalian à Yantai qu'on appelle Yanda. Long de 200 km, il reliera les deux villes. Par ailleurs, aucun tunnel ne relie la province de Hainan avec le continent car la distance est relativement grande. Lorsque nos machines auront atteint le niveau requis, on pourra avoir un tunnel sous le détroit de Cheongzhou. Plus rien n'empêchera le passage comme par exemple les intempéries qui peuvent clouer les avions au sol et faire fermer les ponts. L'exploitation d'un tunnel n'est pas soumise à ces contraintes. La technologie des tunneliers de grand diamètre connaît des mises à jour fréquentes. Il est donc très important pour nous de mener à l'avenir ce type de grands projets comme ceux du tunnel Yanda et du détroit de Cheongzhou. En fait, en 2012, je me demandais si on pouvait aussi le faire à l'étranger. Pouvait-on trouver des clients pour nos tunneliers? On est allé en Malaisie en 2012 et à Singapour en 2014 et 2015. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis allée à Singapour en 2014 pour échanger avec nos clients. Dès qu'il est entré, un directeur adjoint des transports terrestres a dit « Vous êtes du Henan en Chine? En êtes-vous capable ?» J'étais très nerveuse à l'époque, mais on est resté franc. On a dit qu'en Chine, on a des strates de galets, de roches très dures, de sable et de sol. On a expliqué comment on travaillait avec ces différentes formations géologiques, quelles réalisations ont été faites, quelles difficultés on avait rencontrées et en quoi ces dernières nous avaient permis d'améliorer nos équipements. C'est ainsi qu'on a gagné la confiance des clients. Maintenant, nous avons une trentaine de machines sur des chantiers à Singapour. Ensuite, on s'est progressivement tourné vers l'Europe. Nous avons maintenant une cinquantaine d'équipements en Italie, en France et en Pologne. Nous avons non seulement réussi à développer des tunneliers chinois, mais nous avons également des clients étrangers. « 老外用上了中国的邓革机。 » 「 De plus, ce projet a une signification très importante pour nous de mener à l'avenir ce type de grands projets comme ceux du tunnel Yanda et du détroit de Cheongzhou. 从这个项目它 «
Quand je me remémore l'époque où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, je n'imaginais pas qu'un jour je participerais au développement d'une machine qui irait dans le nord et le sud du pays, des plateaux enneigés au village d'eau du Bayangtze. Nos modestes efforts ont contribué à la construction du métro dans notre pays et aidé au développement de l'économie nationale. Chaque fois que j'y pense, je ressens un sentiment de fierté. En fait, j'ai connu des hauts et des bas durant ma carrière. Ce que je tiens à dire, c'est que notre époque ne déçoit jamais quelqu'un qui court vite et qui a confiance. Merci à tous. Merci Madame Wang. Merci. Merci d'avoir partagé avec nous ces histoires aussi merveilleuses que touchantes. Merci. Veuillez vous asseoir. En écoutant votre discours, on a l'impression que tout est si simple avec vous. Tous les chantiers, tous les projets présentent peut-être des difficultés. Par exemple, les conditions géologiques s'avèrent parfois complexes. Mais tant qu'on utilise notre tunnelier, on y arrive. Il n'y a pas de tunnel qui ne puisse être creusé. Oui, c'est tout à fait ça. Toutes ces histoires inspirent de la fierté. Pourtant, n'oubliez pas que lorsque Madame Wang a fait ses débuts dans le secteur, elle a connu la période la plus difficile pour les tunneliers chinois. Ainsi, lorsqu'on voit que vous et votre équipe pouvez proposer de tels produits aujourd'hui, on est vraiment fiers de vous. Non seulement en Chine, mais aussi à l'étranger et sur le marché international, car c'est une carte de visite de notre pays. Votre discours a été diffusé en ligne. De nombreux internautes l'ont suivi. Ils ont envoyé des questions sur des points qui les intéressent. À vous d'y répondre. Celui-ci dit « Je suis étudiant et je dois choisir mon orientation. J'ai abandonné la spécialité portant sur les excavateurs. Je voudrais savoir quelle profession la plus rentable, pilote ou réparateur de tunnelier ?» Piloter un tunnelier est plus rentable. En effet, vous pouvez vous reposer lors de la réparation de la machine. Cependant, quand on pilote, 2 équipes travaillent par roulement. C'est-à-dire que vous devez rester dans le tunnel pendant 12 heures durant lesquelles vous ne pouvez pas sortir. Le tunnelier compte une infirmerie, des toilettes et une salle de détente. Il est donc entièrement équipé. Par ailleurs, le conducteur doit être très concentré. On développe donc maintenant la conduite automatique dans l'espoir d'alléger la charge de travail. Après avoir écouté la réponse de Madame Wang, vous devriez porter un jugement très clair. À l'heure actuelle, il est plus rentable de piloter un tunnelier, mais une fois que la conduite autonome aura fait son apparition, vous serez au chômage. Étudiez plutôt comment réparer. Je ne pense pas qu'il faille avoir une pensée trop utilitaire. Le plus rentable, c'est la polyvalence des talents. Si vous savez piloter et réparer, et que vous mettez votre expérience à profit pour participer aux innovations, alors vous serez irremplaçable. Gao Liuyang, qu'on vient de voir, est polyvalent. Il sait piloter et réparer. Il participe également à la recherche et au développement. Et il sait faire du bon café. Où trouve-t-on ce genre de talent? Je ne pense pas qu'il faille s'arrêter en route et se reposer sur ses lauriers. Avancez toujours sur la voie de l'innovation. Faites toujours face aux nouvelles difficultés. Relevez toujours les nouveaux défis. Ce n'est qu'en ayant son propre jugement qu'on peut maîtriser la direction dans laquelle va sa vie et qu'on peut vraiment devancer les tendances. Merci Madame Wang. Nous sommes en liaison avec 6 internautes. Eux aussi ont des questions qui les intéressent, mais leur façon de les poser est particulière. Chacun a défini un mot-clé. C'est après avoir choisi que la question en rapport avec lui vous sera posée. Allez, faites apparaître nos 6 spectateurs en ligne. Bienvenue. Veuillez s'il vous plaît montrer vos mots-clés afin que Madame Wang les voie et fasse son choix. Made in China, ma fierté. Moi et ma deuxième ville natale, ce jeune homme du Zhejiang a dessiné une affiche sur laquelle est écrit en creusant. Bien,
Ce jeune homme de Beijing a écrit hier et aujourd'hui. Autour de cette jeune femme de Mongolie intérieure. Oh, on dirait une œuvre d'art. Nouveau look des tunneliers. Et pour finir, conduire une voiture de luxe. Celle au milieu. Cette jeune de Mongolie intérieure. Quelle est votre question? Montrez-nous encore une fois votre mot-clé. D'accord. Bonjour à vous deux. Le 23 août, le tunnelier Shenjiang numéro 1 était décoré de motifs traditionnels chinois. Voici ma question. Que pensez-vous de la pratique consistant à combiner les tunneliers de conception chinoise avec des caractéristiques de la culture traditionnelle? À mon avis, c'est parce que nos tunneliers incarnent nos souhaits. J'espère les associer à diverses cultures traditionnelles à travers des motifs. De plus, on donnera également un nom à chaque machine. Par exemple, notre tunnelier à Paris, en France, porte le nom de la fille du propriétaire de l'entreprise qui se trouve là-bas. Chaque année, notre société baptise 2 à 3 tunneliers du nom d'employés qui se sont distingués par leur excellent travail. On a eu un tunnelier qui a porté mon nom. La machine de Huran derrière vous a-t-elle déjà son propre nom? Celle-ci? Non, pas encore. Prenez le nom du Huranais que vous avez en ce moment sous vos yeux. Mais qui a conçu ces motifs? Par exemple, la carpe que l'on voit derrière vous est particulièrement belle. Quant à la tête de lion sur l'image que notre spectatrice de Mongolie intérieure vient de montrer, elle est pleine de vigueur. Nos concepteurs coopèrent avec des équipes de créateurs. On trouve les idées de base et ces équipes élaborent les motifs. Je pense que l'industrie en Chine devient de plus en plus artistique à mesure qu'elle se développe. Vous ne trouvez pas? Tout à l'heure, la vue de cet atelier coloré a complètement changé l'image qu'on se faisait des usines où l'on fabrique de grosses machines. On a l'impression de visiter un musée d'art industriel moderne. C'est la fusion de l'industrie et de la beauté. C'est comme le mot-clé que vous nous avez montré. Lui aussi est très esthétique. Bien, merci Madame Wang d'avoir répondu à la question de notre spectatrice en ligne et merci à ces 6 internautes de suivre notre émission. J'espère que vous serez également en ligne pour assister à la prochaine. Merci. Au revoir. C'est maintenant au tour de nos représentants de la jeunesse ici sur place de vous poser des questions. Quels sont vos sentiments et vos interrogations après avoir écouté le discours? Allez, Digney. Madame Wang, Sabening, bonjour. Je suis doctorante au département de cardiologie de l'hôpital Fuwai de l'Union Medical College. Notre travail est similaire. Vous ouvrez des passages souterrains et nous des passages pour la circulation sanguine. Pourriez-vous deviner quelle est la longueur cumulée des vaisseaux sanguins dans le corps humain? Selon vous, quelle est la largeur des vaisseaux sanguins les plus fins? Je suppose que la longueur totale est de 100 km. Je suppose que la largeur des vaisseaux sanguins les plus fins se mesure en microns. C'est la première fois que j'entends dire que nos vaisseaux sanguins font des kilomètres. J'imagine que c'est environ 150 km. Quant à la plus petite largeur, je suis d'accord avec Madame Wang, c'est de l'ordre du micron. Le diamètre de ces vaisseaux sanguins est d'environ 6 à 9 microns et la longueur cumulée est d'environ 96 000 km. J'ai 96 000 km de vaisseaux sanguins dans le corps. Du sang, il coule. Oui, ça devrait pouvoir faire 2 fois le tour de la Terre. Je me sens soudain grandiose. Environ 3000 km de tunnels ferroviaires ont été creusés par nos équipements durant ces années en Chine. Ce serait assez long pour faire plusieurs fois la distance entre Beijing et Shanghai. Mais par rapport aux vaisseaux sanguins, vous êtes loin du compte. Vous devriez essayer d'en faire autant. D'accord. Alors fixons ce petit objectif. Parmi les nombreux vaisseaux sanguins du corps humain, on étudie ceux du cœur. Ce qu'on fait est souvent similaire au travail d'un tunnelier. Chaque jour, je ne cesse de déboucher des vaisseaux sanguins. En vous écoutant, je vous trouve des points communs avec un tunnelier. Vous allez toujours de l'avant, vous n'arrêtez et ne reculez jamais. Pourquoi ne faites-vous pas une halte de temps en temps?
Nous, ceux nés dans les années 1970, pensons que les gens de notre âge ont peut-être assumé plus de responsabilités que ceux nés dans les années 1960. Beaucoup de gens parlent de faire carrière, ce qui semble très convenu, comme crier un slogan. Mais en fait, si vous mettez ce principe en pratique dans votre travail, on y arrive réellement. Je pense qu'il y a de l'impatience dans le milieu de la recherche scientifique de notre pays. On devrait consacrer plus d'efforts à certains domaines essentiels. J'espère qu'on accordera plus d'attention à la recherche fondamentale et qu'on s'y attardera davantage. Par ailleurs, on travaille dans un secteur industriel vraiment difficile. Mais je ne suis pas seule. On est un groupe à tenir bon, on a des responsabilités envers notre pays. Je pense qu'on a besoin que plus de personnes prêtent attention à nous, qui constituons cet immense secteur de la construction d'infrastructures. J'espère aussi passer le relais de cette responsabilité à la génération suivante. Quand Madame Wang parle de s'attarder sur quelque chose, ça ne signifie pas que notre développement doit ralentir, mais qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas perdre les fondamentaux, en particulier en ingénierie, car c'est très important. Suivante. Bonjour à vous deux. Je suis Xiong Yanting. Dans son discours, Madame Wang nous a dit qu'il y avait de nombreux soucis avec le tunnelier importé de Chine depuis l'étranger. Mais en même temps, le fournisseur étranger avait des exigences déraisonnables. S'affronter durement n'aide pas à résoudre les problèmes. Y a-t-il des trucs que vous pouvez nous apprendre ? Eh bien, en fait, je pense que c'est une très bonne question. Sans la technologie et les produits allemands de ces dernières années, les équipements chinois n'auraient pas atteint leur niveau d'aujourd'hui. Nous traitons davantage ces problèmes avec une mentalité d'apprentissage. C'est lorsqu'on adopte cette démarche que l'on trouve des solutions. Prenez par exemple les 10 000 yuans dont je parlais tout à l'heure. On a résolu le problème ensemble. Enfin, nous coopérons toujours avec cette société. On produit les machines principales et eux des services. Nous avons remporté ensemble un appel d'offres en Europe. D'adversaire à ami. Quand vient le jour où l'on devient enfin coéquipier, c'est le moment où l'on ressent le plus grand soulagement et la plus grande satisfaction. Pendant que vous prononciez votre discours, vous aviez l'image d'une femme forte. Je voudrais vous demander dans quelles circonstances est-ce que vous montrez un côté plus doux ? Laissez-moi vous dire, dans son équipe, on dit ceci. Les femmes sont faites d'eau, mais Madame Wang est faite de ciment. Bien sûr, j'ai aussi un côté doux. Évidemment, je suis assez autoritaire au travail, et beaucoup de collègues ont peur de moi. Et j'ai aussi une caractéristique. Lorsque je rencontre des difficultés, que je suis sur le point de jeter l'éponge, je pense que je dois surmonter ces difficultés avant de quitter mon poste. Mais une fois les problèmes résolus, j'abandonne cette idée. Alors je persévère à chaque fois. C'est une bonne méthode. Accordez-vous du temps pour résoudre d'abord les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Certains préfèrent laisser les autres se débrouiller à leur place. Moi, je ne peux pas. Ça heurterait mon sens des responsabilités et ma conscience. Je dois persévérer. Je vais jusqu'au bout, peu importe le niveau de difficulté. Je me suis toujours accrochée, c'est mon état d'esprit. Je pense que je réserve ma douceur à ma famille. Mon mari et moi avons été séparés pendant 10 ans. Pendant cette période, j'ai vécu avec mes enfants et mes beaux-parents. Ces derniers m'ont beaucoup soutenue. Ma fille a pris l'habitude de m'appeler tous les soirs entre 20h et 21h. Parfois, elle m'appelle quand je suis en réunion. Pourquoi cet appel quotidien ? Elle veut me raconter des histoires. Quand elle était petite, c'est moi qui le faisais pour elle quand j'avais du temps libre. Maintenant, elle veut que ce soit son tour. Parfois, quand elle raconte une histoire, je suis en réunion. Je n'ai d'autre solution que d'éloigner mon téléphone. Elle continue la lecture pendant que je travaille. De temps en temps, je dois reprendre l'appareil pour écouter, car elle me demande comment lire certains caractères. Ainsi, je ressens l'attachement qui nous lie.
Votre fille a une très grande intelligence émotionnelle. Elle sera certainement une fine négociatrice à l'avenir. Si elle demandait à sa mère de lui raconter une histoire tous les jours, cette exigence serait difficile à satisfaire. Mais comme elle retourne la situation, ce serait difficile de refuser. Quand on y pense, les enfants peuvent avoir des intentions très émouvantes. Un soir où vous étiez retenu par le travail, notre réalisateur a entendu votre fille qui vous appelait au téléphone. « Maman, maman !» Je pense que le sacrifice dont vous faites preuve est un exemple du lourd tribut que payent ceux qui se dévouent à leur cause. Cela force le respect. Je pense que nous avons tous à apprendre de vous. Merci. Merci à vous deux. Merci. Aujourd'hui, après avoir écouté le discours de Madame Wang, je me rends compte qu'en fait, on avance dans la vie à la manière d'un tunnelier. La vitesse maximale est maintenant de quelques dizaines de millimètres par minute. Dans le cadre d'un projet sur une longueur de plus de 10 km, on peut penser que c'est sans espoir. On pourrait se dire qu'à ce rythme-là, on n'est pas près d'arriver au bout. Mais tant qu'on continue à avancer, on finit un jour par voir de la lumière de l'autre côté du tunnel. Applaudissons encore une fois Madame Wang pour son merveilleux discours. Merci. J'espère aussi que la machine derrière vous montrera ses talents dans le projet de tunnel à Wuhan pour le plus grand bénéfice des habitants. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. 只要给我机会。